Bonjour, je me présente Cléo Maheu. J'ai la chance d'accompagner depuis des années des entrepreneurs dans la croissance de leur entreprise et j'avais envie de partager leur histoire souvent atypique. C'est pour cette raison que j'ai créé le podcast Histoire d'hypercroissance où j'invite des entrepreneurs et des experts qui viennent vraiment nous inspirer et surtout comprendre la différence qu'ils font dans la vie des gens. Dans cet épisode, j'ai le bonheur de recevoir Ginette Gagnon, qui a fait une formation en actuariat, mais qu'aujourd'hui est une coach certifiée, conférencière, auteure, bref, une femme remplie de savoir et de savoir-être et de savoir-faire qui accompagne des leaders dans leur développement. Elle nous partage un paquet d'outils et des concepts vraiment intéressants qui nous permet de réfléchir sur notre rôle de leader. Vraiment un super bel épisode à écouter. Ginette Gagnon, bienvenue. Merci, bonjour. Très contente que tu sois ici. Ginette, on te qualifie de gestionnaire aguerri, de coach d'affaires certifié, d'auteur, avec un background en actuariat, une expérience au niveau exécutif. Bref, j'ai trop hâte de te découvrir. Mon Dieu, t'es bien gentille. Fait que merci d'avoir pris le temps, Ginette. Ça fait plusieurs années qu'on collabore ensemble. En fait, moi, quand j'arrive dans des coachings d'équipe et que les gens ont besoin d'accompagnement plus spécifique au niveau du leadership, tu vas toujours être ma référence numéro 1. Tu vas également donner des conférences en leadership. Donc, je ne l'ai pas nommé dans ton titre, mais j'aurais pu rajouter conférencière. Alors, tu as une expertise intéressante pour nos auditeurs. On a principalement des entrepreneurs et les équipes qui vont écouter Histoire d'hypercroissance. Et ce que j'aime, en fait, c'est pourquoi j'ai créé Histoire d'hypercroissance. C'était toujours pour amener des gens ici qui sont souvent un peu dans l'ombre, mais qui font une grande différence, un grand impact. Puis c'était de faire connaître leur histoire. Et pour moi, tu es exactement l'emblème de... Tu es quelqu'un qui se développe. À toutes les fois que je te vois, tu es en train de faire un nouveau certificat, une nouvelle formation, une nouvelle blablabla, ou d'écrire un nouveau livre. Et tu es très réfléchi dans tes propos et tes accompagnements. Tu as du contenu concret, tu as des outils concrets. Et c'est ça aujourd'hui que j'aimerais qu'on partage avec les auditeurs parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui ont du succès en ligne, très fort marketing, mais des fois que derrière, le contenu n'est pas aussi fort. Mais pour moi, tu es une qui a le contenu très fort au niveau du leadership, puis on sait que c'est un sujet d'actualité. Alors, merci d'avoir accepté l'invitation. Bien, merci de m'avoir invitée. Et je veux toujours commencer par connaître le parcours, puis là, je veux vraiment qu'on prenne le temps parce que je dis souvent à mes entrepreneurs qui viennent ici ont des parcours atypiques. Alors, Ginette a un parcours atypique, fait que raconte-nous ton histoire. Oui. En fait, je pense que le point de départ, c'est avant de commencer l'université. Oui. J'ai toujours eu de la facilité à l'école, en sciences, en mathématiques, puis j'ai été vraiment confrontée à un choix entre aller en psychologie ou faire un bac en mathématiques. Ça semble aux antipodes, c'est des intérêts très différents. Et j'ai choisi finalement d'aller en mathématiques actuarielles. Fait que j'ai fait un bac scientifique en mathématiques avec option en actuariat à l'Université Concordia pour devenir actuaire. J'ai travaillé une dizaine d'années comme actuaire. Mais avec quand même toujours cette espèce de presque une torture, là, mais presque d'avoir toujours regretté de ne pas avoir creusé l'être humain, mieux comprendre et plus être au service de l'autre aussi. Il y avait un autre appel en moi au-delà de l'intérêt scientifique. Et quand j'ai travaillé comme actuaire, pendant ça à peu près une dizaine d'années, j'ai fait beaucoup de prises de conscience, je dirais. Je pense que ça a été une période pour moi porteuse dans ses difficultés. Mais un exemple que je reprends souvent dans les conférences, quand j'ai commencé, j'étais persuadée que mon parcours aurait du succès, tu sais, que je réussirais dans ma carrière parce que, bon, j'étais bonne à l'école, puis je savais m'exprimer, j'étais capable d'articuler ma pensée. Et j'ai vraiment j'ai vraiment
arrivée à un mur assez rapidement dans ma carrière comme actuaire. J'ai réalisé que ma capacité d'influence était finalement assez limitée. Tu sais, mon penchant naturel quand j'interviens avec les autres puis je veux les convaincre, c'est je vais être un bulldozer d'arguments rationnels. Je te laisserai même pas respirer et intervenir. Je vais t'assassiner avec toutes les bonnes raisons pourquoi j'ai raison. Oui. Et souvent, les gens finissaient par acquiescer, mais pas pour les bonnes raisons. Je pense juste parce que je leur laissais pas la place suffisamment pour s'exprimer. Et j'ai vraiment... Ça m'a nui, là. J'avais de la... Ça, c'est une déformation un peu professionnelle de l'actuariat, tu sais, qui fait partie du data, puis d'analyser ça, le côté rationnel. Absolument. Tu sais, tu y crois, mais puis il faut savoir que j'étais avec d'autres actuaires. Oui. Donc, le même profil, mathématique, calculatrice, scientifique à notation polonaise inversée dans toutes les réunions. Je veux dire, tu sais, on était tous sur le même format. Mais, et justement, tu dis, ben on est tous du monde rationnel, tu sais, fait que si je dis quelque chose de factuel, de rationnel, je vais nécessairement gagner mon point. Mais non, ça n'a pas été le cas du tout. Puis j'ai vraiment frappé un mur en me rendant compte dans quelle mesure j'arrivais pas nécessairement toujours à convaincre les autres ou la façon que je le faisais ne permettait pas de bâtir des relations de confiance ou des relations de proximité. Fait que j'ai vraiment pris un pas de recul là-dessus, puis commencé à observer les gens autour de moi pour constater, puis c'est sûrement d'une évidence pour la majorité des gens, mais moi, il a fallu que je le réalise, dans quelle mesure, tu sais, il ne suffit pas d'avoir des arguments rationnels pour convaincre les autres. Il faut aussi connecter d'humain à humain. C'est aussi une question de présence, de relation de confiance. Et j'ai fini par apprendre en observant, tu sais, des super bons leaders, des moins bons leaders, qu'est-ce que j'aime, que j'aime pas. Moi, j'étais fascinée d'aller dans une réunion puis regarder quelqu'un du senior, puis oh my God, tu sais, je vais être comme ça un jour. Fait que ça m'a fait beaucoup cheminer, puis je me suis rendu compte à travers les années comme actuaire que j'avais de moins en moins d'intérêt pour les mathématiques. De toute façon, c'était beaucoup plus un travail de programmation que de mathématiques. Et l'aspect humain et des relations m'intéressait beaucoup plus. Et finalement, après presque 10 ans, j'ai défroqué, là, parce que l'actuariat, c'est quasiment défroqué. Hein, oui. Tu rentres là-dedans, tu as l'impression que c'est quasiment une religion. Les gens sont fiers d'être actuaires. Fait que de décider de laisser tomber ça, c'est quand même une grosse étape à passer. Et j'ai été embauchée chez CGI parce que dans les dernières années en actuariat, je travaillais sur des systèmes informatiques et CGI m'a embauchée. Puis, en dedans de quelques semaines, ils m'ont donné des responsabilités de gestion. Et là, vraiment, j'ai vécu ma passion. Tu sais, je me suis rendu compte à quel point j'étais passionnée de leadership, de management, de voir comment travailler la dynamique avec les gens ou avec l'équipe pour atteindre ensemble des objectifs. C'est les plus beaux moments, là, c'est des réunions où on a un problème à résoudre, puis tout le monde contribue de ses idées, puis à la fin, c'est sûr que tu arrives avec une bien meilleure idée que si tu y avais réfléchi seul. Donc, ça l'a vraiment satisfait probablement mon besoin que je recherchais quand je m'intéressais à la psychologie, de dire « Ah, il y a un aspect humain pour faire fonctionner les choses, il ne suffit pas de dire c'est A plus B égale C, puis que tout va bien aller. Là, on a une job à faire comme être humain aussi. Puis et j'ai assuré des postes de gestion par la suite. J'ai poursuivi ma carrière donc en TI. Le TI était plus accidentel, c'est parce que CGI m'a embauchée, puis j'ai embarqué là-dedans. Quand j'ai commencé, j'ai été embauchée chez CGI, il y avait 5 000 employés. La journée que j'ai commencé, il était rendu à 8 000 parce qu'ils venaient de faire une acquisition. Quand j'ai quitté, il était à 25 000. On sait maintenant qu'ils sont beaucoup plus nombreux. Mais c'est une école extraordinaire parce qu'ils faisaient confiance aux jeunes, faisaient confiance aux gens qui avaient envie de défis. Et je pense que la leçon de l'actuariat, c'est que j'avais une espèce de carcan, en partie par mes parents. Tu sais, mon père était comptable, il était donc fier d'avoir une fille actuaire, fait qu'il m'avait toujours encouragée d'aller dans cette voie-là. Mais la journée que je me suis libérée de ça, là, je me suis dit, regarde, j'essaie. Je m'étais dit même, je me donne 3 ans, je sais n'importe quoi qu'on me propose. Et cette
cette exploration-là m'a fait grandir beaucoup, m'a permis de continuer à côtoyer des gens extraordinaires de qui j'ai beaucoup appris, mais à parfaire ma compréhension, mon Dieu, puis c'est un travail d'une vie, là, en gestion puis en leadership, qui m'a amené finalement à avoir des équipes de plus en plus grandes, des équipes même globales avec des gens à travers le monde. Et dans mon dernier poste, je suis sur le comité exécutif d'une grande organisation de 1,quelques milliards de dollars. Donc, il faut croire que j'ai appris à travers les années, mais cet intérêt-là de leadership, de management s'est traduit lorsque j'ai décidé de faire encore un nouveau changement dans ma carrière en partant à mon compte pour devenir coach exécutif. J'allais faire une maîtrise scientifique à HEC Montréal en management et mon sujet de mémoire, ma recherche était sur l'influence et les aspects de neurosciences derrière ça, qu'on aura peut-être l'occasion tout à l'heure d'en parler. Donc, c'est une vraie passion qui fait qu'aujourd'hui, je suis coach exécutif, je coach des gens seniors en individuel, mais aussi dans des programmes de leadership, un dont que j'ai conçu d'ailleurs, pour lequel il y a des formations en ligne, je fais des ateliers. Je travaille sur la dynamique des équipes de direction également. Fait que c'est un monde extraordinaire. Fait que oui, partir d'un bac en actuariat pour se rendre aujourd'hui coach exécutif, c'est sans doute un parcours différent, mais en même temps, j'ai toujours bâti sur ces acquis-là, puis essayé d'aller plus loin. Fait que ça a amené à toutes sortes de choses. Tu sais, je me suis intéressée, j'étais membre de Ange Québec pendant plusieurs années. On a décidé avec mon mari de se retirer parce qu'on avait des projets individuels assez prenants, fait qu'on avait moins de temps. Mais c'était le travail des jeunes entrepreneurs, là, c'est extraordinaire. Moi, j'ai découvert un monde fascinant avec des projets, des individus absolument palpitants. Donc, puis tu le sais, en travail avec des entrepreneurs, j'ai encore quelques clients qui sont des jeunes entrepreneurs, puis c'est fascinant, là. Oui. C'est du monde extraordinaire, vraiment, qu'il faut savoir côtoyer. Fait que c'est la beauté du métier aujourd'hui, c'est de travailler dans toutes sortes d'industries, toutes sortes de profils, puis voir comment, comme coach, on peut accélérer le développement des gens. Oui. Parce que le leadership, la gestion, on apprend ça sur le tas, hein, la plupart d'entre nous. Fait que je nous vois, les coachs, vraiment comme des accélérateurs. Tu sais, juste une plateforme sécure où tu peux échanger. Tu sais, je suis pas ta femme, je suis pas ton employé, je suis pas ta collègue, je suis pas ton patron. Oui. Mais on peut travailler ensemble. Tu sais, tu peux m'expliquer vraiment comment tu te sens par rapport à quelque chose, puis ce que tu vis, puis on va le travailler ensemble. Fait que c'est des beaux espaces de sécurité qu'on peut créer à ce moment-là. On peut créer. Puis ce qui est le fun aussi, puis ce que je vois en toi, Ginette, c'est que je ne sais pas si c'est part de ta formation d'actuaire, mais tu as voulu aller chercher de la formation précise, faire une maîtrise. Ah oui, ah oui. Je veux dire, je pense que je vais te revoir dans 20 ans puis tu vas avoir encore en train de faire un certificat quelconque. Là, c'est sûr. Écoute, si j'avais le luxe du temps, je serais à l'université tout le temps. Oui. Moi, je rentre à l'université. Puis je voudrais ouvrir chaque porte de chacune des classes pour voir ce qui est enseigné. Oui. Je trouve ça fascinant. Puis le fait de faire, tu sais, avec un bac scientifique en management, puis la maîtrise scientifique, c'est-à-dire le bac scientifique en mathématiques, mais la maîtrise scientifique en management, là, je suis allée chercher l'aspect sciences sociales, donc beaucoup plus sur l'être humain en même temps, très complémentaire avec mon expérience. Là, je fais à l'Université de Toronto un certificat en mindfulness, avec des cours en neurosciences. Mon Dieu, on a la chance inouïe de vivre au Canada puis d'avoir accès aujourd'hui à tellement d'informations, tellement de formations possibles. Oui. Avec tous les programmes qui sont disponibles en ligne, c'est vraiment extraordinaire. Moi, je suis une éternelle apprenante. Éternelle apprenante, mais non seulement avec ton mémoire, est-ce que c'est après ça que tu as décidé d'écrire ton livre? Oui. J'ai toujours eu une passion pour l'écriture. Je savais à l'âge de 12 ans qu'un jour, j'écrirais un livre. OK. Mais aucune idée sur quel sujet. Puis, quand j'ai fait ma certification pour devenir coach, je me suis dit, je vais en profiter pour faire la maîtrise. Puis, mon sujet de mémoire va être le sujet que je vais utiliser par la suite pour écrire un livre.
malheureusement, puis je trouve ça admirable, j'ai pas le talent de raconter des histoires. Tu sais, je suis pas une romancière. Je trouve ça fascinant, les gens qui peuvent le faire, mais j'ai pas cette créativité-là. Mais de creuser un sujet qui me passionne, puis essayer de le rendre le plus pragmatique, puis intéressant pour les gens, ça, c'est un exercice pour moi qui est fabuleux. Fait que oui, tout à fait. Et l'avantage, quand j'ai déposé mon mémoire de maîtrise, c'était 2 mois avant d'avoir 50 ans. Et l'avantage à cet âge honorable, c'est les relations. Fait que j'ai eu la chance inouïe pour mon mémoire de maîtrise de rencontrer vraiment du monde extraordinaire. J'ai rencontré l'ancien premier ministre Lucien Bouchard. J'ai rencontré Jeannette Bertrand. J'ai rencontré Ricardo. J'ai rencontré l'ancien numéro 2 d'Air Canada. J'ai rencontré la première femme chef du conseil d'administration, présidente du conseil d'administration d'une banque canadienne. OK. Etc. Fait que, tu sais, de toute industrie, j'ai rencontré des leaders. Puis ma question pour eux, c'est comment vous expliquez votre pouvoir d'influence? Puis on est parti avec ça. C'est formidable. Tu sais, j'ai tellement appris avec ces gens-là. Puis je pense que ça vient vraiment de mon début de carrière où, quand j'ai frappé le mur, puis je me suis dit, oh mon Dieu, tu sais, juste avec donner mes arguments rationnels, ça se peut que ça ne résonne pas avec la personne en avant de moi. Peut-être mes arguments rationnels sont parfaits pour moi, selon mes objectifs, mes valeurs, mes intentions, mais pour l'autre personne, peut-être ça n'interpelle pas. Puis, mais toute ma carrière, bien que je pense que j'ai progressé, sinon je n'aurais pas eu la carrière que j'ai eue, mais j'arrivais pas encore à mettre les mots pour dire, OK, qu'est-ce que ça prend pour influencer de façon positive? Évidemment, là, on ne parle pas de manipulation. Comment on fait pour influencer les autres, pour pousser nos idées? Mais justement, c'est le titre de ton livre, La pleine influence. Exact. Oui. Et peux-tu nous parler justement de tes constats à travers tout ça? Puis qu'est-ce qui se retrouve dans ton livre? Ce qui était vraiment fascinant, j'avais 3 questions dans ma recherche. La première question, c'était comment vous expliquez votre capacité d'influence one-on-one, une personne à la fois, devant un groupe, puis devant un auditoire. Okay. Parce que quand on parle de Ricardo, Jeannette Bertrand, un ancien premier ministre, tu sais, des fois, il parle à un public, là. Fait comment on fait pour influencer le public? Et ce qui était vraiment, j'avais 1h30 avec chacune de ces personnes-là. Et ce qui m'a vraiment, qui était un moment de prise de conscience pour moi, c'est qu'ils m'ont tous dit environ dans 10 minutes à quel point ils préparaient leur sujet, ils maîtrisaient le dossier, puis les arguments rationnels. Mais ils m'ont tous dit après 10 minutes, mais tu sais, à la fin de la journée, là, je me fie à mon feeling, à mon gut feeling. Et j'étais tellement intriguée, tu sais, une question de feeling, de gut feeling. Mais de quoi il parle? Oui. Puis j'ai dû refaire ma revue littérature qui était plus en management, puis je suis allée regarder plus au niveau de la neuroscience pour découvrir qu'une des théories du fonctionnement du cerveau, c'est que le cerveau a la capacité de réfléchir de 2 façons, de façon intuitive et de façon rationnelle. Et tout à coup, pour moi, tu sais, ça a été la clarification, la clarté dont j'avais besoin. Fait, évidemment, quand on parle de processus rationnel, on sait tout ce que c'est, puis notre éducation est beaucoup formulée autour de ça. Tu sais, la pensée rationnelle, c'est que tu ramasses des informations, tu les analyses, tu évalues tes options, tu en choisis une, tu la mets en place, puis idéalement, tu évalues si ce que tu as fait était correct. Fait que c'est un processus qui est très conscient, il faut le vouloir pour penser de façon rationnelle. C'est avec des informations qu'on est capable de garder conscientes, tu sais, c'est des choses qu'on voit avec nos yeux ou qu'on garde en tête. On s'exprime avec des mots pour la pensée rationnelle, puis ça passe par étapes. C'est assez lent aussi comme processus. Le processus intuitif, quant à lui, puis on n'est pas du tout dans la prémonition ou là-dedans, c'est vraiment le mot utilisé pour dire que le cerveau a la capacité de sauter à une conclusion, sans étape intermédiaire. Et le cerveau, donc, fait un lien entre ce qui se passe en ce moment puis des modèles que tu t'es fait du passé, des expériences passées. C'est ce qui fait que quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, tu as tout de suite une première impression dans quelques secondes. Fait que c'est spontané. Tu ne l'as pas voulu, c'est pas conscient, mais c'est une conclusion qui vient à l'esprit. Je l'aime, je l'aime pas, elle a l'air sympathique ou pas, je peux y faire confiance ou pas. Et cette intuition, si tu prends le temps de la décortiquer, bien, peut-être tu vas être capable de dire « Ah oui, c'est vrai, elle me fait penser à telle personne que je connais. » Mais ce n'est pas cette étape intermédiaire-là qui est intervenue, c'est la conclusion
qui s'est présenté à ta conscience. Je comprends. Et la majorité des décisions qu'on prend dans une journée sont de nature intuitive. OK. Parce que l'énergie que ça prend à penser de façon rationnelle serait trop grande. On n'y arriverait pas. Et d'ailleurs, les gens qui ont des traumas puis qui sont affectés dans la zone du cerveau qui pensent de façon rationnelle ont toutes les misères du monde à choisir ce qu'ils vont manger pour souper. OK. Parce que c'est pas une démarche rationnelle. En quelque part, c'est une émotion, c'est j'ai le goût de manger ça ou pas. Oui. Fait qu'on travaille beaucoup comme ça. Puis quand on y pense, tu te conduis, tu vois une voiture qui avance devant toi, intuitivement, même si il n'y a pas le clignotant, tu sais qu'elle s'en vient dans ta voie parce que tu l'as vécu plein de fois, puis tu sais le comportement d'une voiture qui va se passer devant toi. Il y a plein de choses comme ça qu'on n'a pas besoin de raisonner parce que la conclusion nous vient à l'esprit. Fait que ton désir d'écrire un livre sur ce sujet-là, la pleine influence, ça allait chercher le côté raison et le côté intuition? Exact. Okay. Une fois qu'on a compris ça, ça veut dire que bien sûr qu'il faut que tes arguments soient rationnels, surtout si on parle dans un contexte professionnel. Là. Mais la personne qui te regarde d'ailleurs, te voit avant de t'entendre, hein? Mais elle va te percevoir avec sa raison, mais aussi avec son intuition. Oui. Fait que si, par exemple, tu es un leader, puis qu'on a l'impression, ou tu es un expert, plus simple, tu es un expert, tu présentes une idée, mais si on a l'impression de toi que tu veux te cacher en dessous de la table de la salle à conférence, que tu manques d'assurance, le message ne passera pas bien. Non. Parce qu'intuitivement, tu ne corresponds pas à l'image qu'on a d'un expert. Et donc, on doit répondre à des critères au niveau rationnel et intuitif pour convaincre quelqu'un. Nous-mêmes, quand on veut s'exprimer, on a la capacité, oui, de présenter des arguments rationnels, mais intuitivement, on peut percevoir aussi la réaction de l'autre. Et donc, naviguer avec ça, si on sent que la personne est beaucoup en résistance avec ce qu'on dit, on va essayer de comprendre pourquoi. On va poser des questions. Tu sais, qu'est-ce que tu penses de ce que je t'ai dit jusqu'à maintenant? Est-ce que ce que j'ai formulé est clair? Tu sais, tu vas aller le chercher pour essayer de comprendre que je perçois une résistance. Je peux me tromper, mais je perçois une résistance. Fait que je vais essayer de le décortiquer pour le comprendre. Puis là, je vais peut-être trouver un autre argument qui est plus pertinent pour cette personne-là parce que là, je me suis informée puis je la comprends mieux. Fait que toute la stratégie d'influence peut s'expliquer. Et à la base même aussi, encore plus important, c'est que pour influencer quelqu'un, il faut avoir une relation de confiance. À la base. À la base. Puis ça, c'est souvent très intuitif. Oui, rationnellement, on peut dire que cette personne-là n'est pas fiable, elle me l'a démontré par le passé, je ne lui fais pas confiance. Mais il y a aussi des comportements, des façons d'être qui nous fait sentir en sécurité, qui fait sentir que oui, je peux faire confiance en la personne. On a juste à penser que si on n'a pas confiance à quelqu'un, ça va être très difficile d'être ouvert à ses propositions. Un exemple. Imaginons que je crois que Donald Trump n'était pas un bon président américain. Demain matin, il pourrait tweeter la chose la plus pertinente ou intelligente que je vais me mettre en mode résistance quand même. J'ai pas confiance en lui. Fait que c'est quoi son agenda? Il a pensé à quoi? Ça vient-tu vraiment de lui? C'est quelqu'un d'autre qui l'a inspiré? Tout est teinté. Tout est teinté. Alors que même si quelqu'un te dit quelque chose qui te déplaît ou tu n'es pas d'accord, si tu lui fais confiance, tu vas bien plus de chances de rester ouvert, puis essayer de réfléchir à ce qu'il dit, puis essayer de comprendre son point de vue. Fait qu'à la base, c'est cette relation de confiance-là, et cette confiance-là se développe, oui, de façon rationnelle quand on travaille. Hein. Évidemment, on doit démontrer de l'expertise, du savoir-faire, être capable de prendre de bonnes décisions. Ça fait partie de la confiance qu'on inspire. Mais on a aussi la façon intuitive. Est-ce qu'on traite les gens de telle sorte à ce qu'ils se sentent bien avec nous, qu'ils se sentent en sécurité? Oui. Fait que ça, c'est vraiment, c'est ton livre. Et tu es contente de l'avoir écrit, ce livre? Oui. Fait que j'ai essayé de démystifier c'est quoi l'intuition, la raison. Et la deuxième section est à propos comment on inspire confiance en tenant compte de la raison de l'intuition. Donc, vraiment un modèle des éléments sur lesquels on peut travailler pour inspirer confiance. Puis la dernière partie, c'est précisément, une fois ceci étant dit, si on veut influencer quelqu'un ou un groupe de personnes, comment on doit procéder, comment on se prépare, comment on intervient
quand on est en contact avec la personne, puis comment on apprend de ça par la suite. Fait que c'est une vulgarisation, mais en même temps avec des modèles puis des outils pratiques. Des modèles, des outils pratiques, bien c'est ça, parce qu'on aime ça les deux, les outils pratiques. Il faut que ce soit du concret. C'est très concret. C'est ça, exact. Oui. Fait que là, on a un peu ton parcours. Tu sais, on a l'histoire un peu de Ginette qui part d'un mode actuaire, puis on comprend justement que ta maîtrise a été du niveau de neurosciences. Tu sais, il y a comme le côté science qui est demeuré là-dedans. Oui. Qui, je pense, fait partie intégrante de Quitter. Et là, on arrive dans un monde aujourd'hui, puis là, j'aimerais ça qu'on se mette à la réalité d'aujourd'hui, post-pandémie. Oui. Les leaders. Oui. Là, il y a comme une grande tendance, le leader bienveillant, hein, le leader authentique, le leader, qui est seul au sommet, ça fait plus de sens. On est dans de l'intelligence collective. Mais ça demande un développement des connaissances, un développement de l'humain, un développement de... Tu sais, c'est pas tout le monde qui a ces réflexes-là. Alors, j'aimerais ça que tu puisses nous éduquer sur certains concepts. Oui. Oui, c'est super intéressant. Puis je pense que parfois, il suffit juste d'une prise de conscience. On ne demande pas nécessairement à développer des talents incroyables. Parfois, c'est simplement de prendre conscience. Fait que la première chose, moi, qui m'interpelle beaucoup puis que je partage avec mes clients, puis j'ai écrit un article là-dessus dans Revue Gestion, l'être humain est toujours à la recherche de sécurité, qu'on en soit conscient ou non. Si on regarde, si on réfléchit, l'homme des cavernes, tu as 2 hommes des cavernes devant un arbuste qui s'agite. Celui qui a survécu, c'est celui qui est parti en courant. Alors que l'autre, peut-être qu'il n'y avait rien, peut-être qu'il s'est fait attaquer par un tigre. Fait qu'on sait maintenant que le gène de l'anxiété a perduré, puis s'est amplifié dans l'être humain. Donc, génétiquement, on est câblé pour être des gens anxieux. Et même si aujourd'hui, on ne vit pas les mêmes menaces que l'homme des cavernes, on est constamment en train de se demander, même de façon inconsciente, est-ce que je suis en sécurité avec cette personne-là? Fait que quand on pense au leadership, bien sûr, quand on est un leader, il ne faut pas négliger le fait qu'on a plus d'impact sur les autres que n'importe quel autre collègue. Comme leader, on est plus observé. Si on est stressé, on a plus d'impact sur les autres. Si on est de mauvaise humeur, on a plus d'impact sur les autres. Et de la même façon, si on se fâche, on a beaucoup d'impact également. Fait que, comme leader, est-ce que mes employés se sentent en sécurité avec moi? Et c'est pas juste virtueux là, de dire, ben oui, tu sais, j'aimerais ça être bienveillant puis que les gens se sentent en sécurité avec moi, mais c'est aussi juste une question même très bassement d'efficacité. Oui. Quelqu'un qui est anxieux avec toi comme patron, son attention est captivée par le stress. C'est une des plus grandes distractions qui va vraiment aller chercher toute l'attention du cerveau. C'est le stress. On a juste y pensé, on est stressé à faire une présentation, on va bafouiller au début. Le stress prend beaucoup d'attention. Fait que si on est un leader qui fait peur, bien, la personne devant nous est stressée, moins de capacité d'attention, moins bonne capacité de réflexion à ce moment-là. Et donc, on n'a pas tout le talent et toute l'intelligence que la personne pourrait amener dans nos échanges. Oui. La gestion de nos émotions devient super importante par conséquent. Puis, malheureusement, puis c'est de moins en moins acceptable, mais tu sais, je le vois dans des organisations où tu as des leaders qui se permettent des façons d'être que s'ils prenaient un peu de recul, ils verraient à quel point ils sont stressants pour leurs employés. Oui. Par leurs commentaires devant tout le monde, par leurs opinions, par le ton, parce que parfois, c'est pas juste les mots, hein, c'est le ton, la façon de le dire, l'expression faciale, tout le non-verbal est capté intuitivement par les autres. Donc, même si nos paroles peuvent être correctes, notre non-verbal peut parler beaucoup, fait qu'il faut faire aussi attention à ça. Et donc, pour revenir, je pense que la première des choses qu'un leader doit comprendre, c'est qu'ils ont une responsabilité de mettre les gens à l'aise. Ils vont en gagner beaucoup plus pour toutes les raisons qu'on peut imaginer. Plus grande motivation, meilleure performance, les gens vont être plus loyaux, meilleure confiance, etc. Puis dans ton coaching, qu'est-ce que tu observes le plus souvent? Tu sais, maintenant, là, tu sais, dans les équipes de direction, c'est quoi les patterns qui se produisent? Tu sais,
que tu observes, là, puis que tu dis, garde, là, tu sais, s'ils pourraient au moins travailler là-dessus, ça ferait toute la différence. Tu sais, souvent, il y a des tangentes qu'on voit toujours. Qu'est-ce que tu vois? En ce moment, je vais dire que parmi les thèmes qui reviennent beaucoup, il y a la gestion des émotions. OK. Et beaucoup, même avec les gens seniors, de revenir sur des principes de délégation. Justement, dans un contexte où on aide les gens à se développer dans leur façon de réfléchir aussi. Quand on est un patron très directif et qu'on ne donne pas la marge de manœuvre pour que les gens trouvent le chemin pour se rendre au résultat, on n'empêche à personne de développer sa capacité à réfléchir puis à trouver le chemin. Et combien de fois ça va arriver dans les organisations? Bien, je leur demande, mais ils le font pas, puis ils bougent pas, puis ils parlent pas. Mais si ça fait 10 ans que tu gères d'une certaine façon, c'est pas du jour au lendemain que ces gens-là vont s'élever non plus, tu sais. Clairement. Puis, et en fait, c'est souvent que justement, quand les gens disent « Ah, je voudrais que mes employés se responsabilisent plus. » Oui, l'imputabilité, c'est-tu un mot à la mode, exact. Ça? Mais vraiment, souvent, la source du problème, c'est pas parce que les gens n'ont pas le sens des responsabilités, c'est parce que c'est le leader qui n'a pas des comportements qui incitent à la responsabilisation. Oui. Tu sais, un exemple, si je suis un leader, puis au lieu de juste dire « voici le résultat auquel je m'attends », mais je dis « là, tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas parler à un tel, puis comme ça, tu vas arriver à ce que je veux ». Bien, si la personne, pour atteindre le résultat, n'a pas la même force que toi, la même logique, la même façon d'y réfléchir, peut-être le chemin que tu lui donnes est plus compliqué qu'autre chose. Puis peut-être qu'il va devenir insécure puis se dire « Mon Dieu, je suis même plus sûre c'est quoi la prochaine étape ». Fait qu'il revient dans ton bureau pour te demander c'est quoi la prochaine étape. Puis là, tu lui dis, puis là, tu es impatient parce que ben là, pourquoi il vient encore me voir? Mais c'est juste parce que ton modèle, ton plan, là, c'est peut-être pas le meilleur pour cette personne-là. Fait qu'un des symptômes que tu responsabilises pas assez les gens, tu leur laisses pas assez de marge de manœuvre, c'est quand les gens sont toujours devant toi pour te demander, se valider avant d'aller à la prochaine étape. Premier symptôme. Un autre symptôme, c'est les gens, justement, que te remettent des travaux, mais tu sais, c'est jamais tout à fait parfait. Mais ils savent que tu vas de toute façon leur prendre pour le finir à leur place. Exact. Puis, parfois, on n'a pas le choix à cause du temps, à cause de l'importance, mais idéalement, dans la délégation, on veut laisser les gens se rendre à 100% du travail. Parce que s'ils se rendent à 80%, la prochaine fois, ils vont juste savoir se rendre à 80%. Donc, comme patron, si tu aimes bien ça, finir le travail, ou tu penses que ça va bien mieux si c'est toi qui le termine, ou ça va aller plus vite, bien, tu manques une opportunité de responsabiliser les gens, puis d'apprendre, puis d'être fier de ce qu'ils font. Et encore là, si justement, tu es du genre à toujours revenir sur les décisions de tes employés, les remettre en question, maintenant, ils vont se dire, que ça donne que je décide. Mon patron, il va décider à la fin. Mm-hmm. Puis si ça ne marche pas, à cause de la décision que tu as prise comme patron, puis l'employé a un échec, il va dire, c'est pas de ma faute, c'est mon patron qui m'a dit de le faire comme ça. Oui. Fait que on peut renforcer beaucoup de mauvais comportements seulement déjà en étant trop directif et pas suffisamment à l'écoute. Et si on n'a pas suffisamment le souci de laisser les gens réfléchir, si on a embauché quelqu'un, là, c'est parce qu'on juge qu'il est intelligent, bien peut-être qu'il faudrait l'écouter des fois puis profiter de cette intelligence-là. Et moi, ce que j'ai remarqué, parce qu'avec le coaching, moi, je n'irai pas dans ce détail-là de one-on-one, mais quand j'ai commencé, parce que je coach toujours les équipes de direction, puis il y a quelques années, j'ai dit, sais-tu quoi? Je vais aller voir le niveau subséquent, donc les cadres intermédiaires, et je vais enlever la haute direction, puis je vais voir comment ils sont bons à cascader. Bien, ce qui est ressorti dans les entreprises avec qui j'ai travaillé, c'était clairement... écoute, moi, j'ai un plein potentiel, mais on me sous-exploite, là. Moi, je vais apprendre, là. Moi, je suis capable d'en prendre, là. Donnez-moi-en des projets, là. Ouais. Puis là, quand je rencontre l'équipe de direction après, je me rends compte qu'ils sont super bien alignés, ça va bien. Fait qu'il y a un beau travail de collaboration au niveau exécutif, mais qu'ils ne sont pas capables de déléguer, de créer ce travail-là collaboratif et que là, ça va se gérer en silo. Fait que le directeur de la division ou le VP va descendre, va aller travailler avec son équipe, mais on ne les laisse pas faire. Ils vont leur demander d'exécuter des tâches. Ils se tannent et ils s'en vont. Oui. Et l'étude de McKinsey qui est sortie, qui dit qu'il y a seulement 5% des organisations réellement qui ont des programmes de développement pour développer le leadership chez leurs gens,
Après ça, ils se demandent pourquoi on n'est pas capable de créer de l'imputabilité puis de la responsabilisation à d'autres niveaux. Mais on s'entend-tu que ça part d'en haut, là? Clairement. Puis, tu sais, il y a toutes sortes d'études autour de ça, effectivement. Il y a un principe en management qui s'appelle la gestion de la complexité. C'est de réaliser que la couche intermédiaire se fait donner des ordres par les exécutifs. Donc, il y a une pression d'aller dans une certaine direction, mais souvent, les exécutifs, s'ils ne sont pas assez près de leur relevant, j'allais dire en anglais, oversimplify, simplifie des fois qu'est-ce que ça prend pour mettre en œuvre. L'exécution. Simplifier. Pour eux, c'est souvent, à un moment donné, c'est facile à organiser, puis ça devrait aller vite, fait qu'on va passer à autre chose parce que ça va aller vite, puis machin. Fait qu'ils voient les choses de façon simple parce qu'ils sont plus connectés sur le plancher. Donc, la couche intermédiaire a la pression d'en haut qui souvent simplifient ou sont trop optimistes et ont toute la pression de leurs employés qui montent vers eux et qui ont toute la réalité opérationnelle, devil is in the detail. Fait, la gestion de la complexité, c'est de réaliser que quand en intermédiaire, tu es dans la pire position possible, où on te demande des choses, mais tu sais que ça va être difficile à réaliser parce que il y a une mauvaise compréhension d'en haut par rapport à ce qui se passe sur le plancher. Oui. Fait que si l'équipe de leadership manque d'écoute par rapport à la couche intermédiaire, bien, ça peut créer toutes sortes d'inefficacité. L'autre élément aussi que je vois beaucoup dans les équipes de direction, c'est que par définition, une équipe de direction, tu as des gens qui ont des profils différents et souvent des expertises différentes. Tu sais, tu as quelqu'un, ressources humaines, finances, légales, opérations, machin, marketing. Et la première loyauté souvent de ces exécutifs-là, c'est auprès de leurs équipes fonctionnelles. Ils parlent le même langage, ils se voient tous les jours, ils ont le même profil. Fait que c'est facile de se comprendre. Alors que l'équipe de leadership, elle est diversifiée. Or, quand on y pense, la première loyauté devrait être envers l'équipe de leadership et après, envers son équipe fonctionnelle. Parce que ça donne rien qu'un exécutif ait beaucoup de succès avec son équipe si les autres membres de l'équipe de direction n'ont pas autant de succès. Ça n'amènera pas l'organisation dans la bonne place. Il faut que toute cette équipe-là bouge ensemble pour atteindre les objectifs. Sinon, ça crée des silos. C'est exactement ça. Fait que si, tu sais, un des symptômes, c'est justement si un exécutif est prêt à sacrifier de ses ressources, parce que lui, ça va très bien, mais un autre département en a besoin, s'il est prêt à le faire, c'est qu'il a compris que son succès dépend aussi des autres. Fait que cette compréhension de la loyauté ou de l'importance de l'équipe de direction. L'alignement et la vision collective et le succès collectif devient plus important et devrait driver les bons comportements pour en faire la cascade aux autres niveaux. Exact. Et après ça, ben, c'est parce que ça aide aussi les relevants directs à comprendre l'importance de collaborer de façon transversale. Oui. Parce que là, après ça, tout se cascade, tu sais. Oui. Fait que ça, c'est des défis. Oui. Fait que là, on comprend un peu les enjeux, les problématiques qu'on vit. Puis là, je me dis, ça peut peut-être interpeller nos auditeurs, tu sais, de dire, sais-tu quoi, je trouve qu'on est en silo, j'ai de la misère à déléguer, puis on dirait qu'ils viennent tout le temps dans mon bureau, puis ils sont pas capables de... Alors, quelles sont les réflexions et les outils qu'on peut donner à ces entrepreneurs-là pour tranquillement les aiguiller sur une amélioration et un développement d'eux-mêmes pour devenir meilleurs leaders? Fait il y a une première étape avant même de vouloir changer qui est de s'observer. OK. Par exemple, si on dit, OK, j'ai peut-être un problème avec la délégation, mais avant de vouloir faire un grand changement, c'est important de s'observer. Parce que, et de développer cette conscience de soi. Parce qu'à la fin de la journée, je pourrais vous donner la bonne recette pour déléguer. Puis vous pourriez la comprendre rationnellement. Mais si à la première occasion que vous avez de déléguer, vous préférez garder le travail pour vous-même, bien, vous ne pratiquerez pas la recette. Oui. Fait qu'il faut développer la conscience de soi pour dire, OK, là, j'aimerais bien mieux le faire moi-même, ça irait plus vite, ça serait à mon goût du premier coup, mais c'est une belle opportunité de faire grandir quelqu'un. OK. Je vais déléguer. Maintenant, qu'est-ce que ça prend pour déléguer? Fait que ça prend une capacité d'observation et d'être donc attentif dans le moment présent. Okay,
j'ai-tu le goût de déléguer ou pas? Est-ce que j'ai le goût de le faire de la bonne façon? Ou est-ce que je vais prendre mes préférences personnelles, par exemple, d'être très directif, fait que je vais aller dans ce sens-là sans m'adapter, etc. Fait que qualité d'observation de soi, être attentif dans l'instant présent, comprendre nos drivers, c'est super important. La deuxième étape, oui, c'est de trouver un modèle intéressant qui nous interpelle et de le mettre en pratique et d'observer et de se mettre en pratique encore et à la marge, s'améliorer. Puis dans l'observation, est-ce que c'est une bonne pratique de peut-être demander à des gens qui nous entourent de donner un feedback honnête aussi? Oui, ça fait partie des options. Oui. Il y a ça. Mais parfois, c'est vraiment tellement nos propres biais cognitifs, notre propre façon de réfléchir qui est en jeu que les gens ne peuvent ne pas le voir. Détecter. Par exemple, dans la délégation, un des grands obstacles, pourquoi on ne délègue pas, c'est, je l'ai donné comme exemple tout à l'heure, c'est qu'on pense que ça va être mieux fait, puis ça va aller plus vite si je le fais moi-même. Je n'ai pas le temps de déléguer. Mais si on fait tout le temps ça, dans un an, on va être encore en train de faire les choses par nous-mêmes. Fait qu'à un moment donné, il faut prendre le temps. Mais ce qui nous empêche de déléguer, c'est tout ce discours-là à l'intérieur de nous. Hey, c'est super important, ce PowerPoint-là qui doit être monté, cette présentation-là. Oh, je vais le faire moi-même, ça va être mieux fait, puis ça va aller plus vite. Mais ça permet pas à quelqu'un de développer sa capacité à faire un super bon PowerPoint exécutif, etc. Okay. Donc, il faut être capable de s'observer, dire, OK, mon bloquant à moi, là, c'est que j'ai pas confiance que les gens peuvent le faire ou ça va me demander trop de temps. OK, qu'est-ce que je fais la prochaine fois pour trouver du temps? Je négocie-tu un échéancier différent? Qu'est-ce que je fais pour me permettre de déléguer la prochaine fois? Fait que oui, il y a le feedback des délégués qui pourraient dire est-ce que je délègue bien ou pas? Est-ce que j'encadre bien ou pas? Mais il y a aussi tout le langage qu'on a en soi qui pourrait être un frein ou un obstacle pour bien déléguer. Ça amène aussi à quelque chose que tu nous as parlé, parce que là, tu nous as parlé que, tu sais, le leader est naturellement anxieux, puis on se doit de gérer nos émotions. Pour gérer nos émotions aussi, on peut faire le lien, tu sais, comprendre qui on est, où on en est rendu dans notre tête, puis j'arrive comment, là, tu sais, pour justement... Puis moi, je trouve tellement que le leadership est similaire avec à élever nos enfants. Ah, c'est sûr. Tellement, tu sais, je veux dire, t'arrives, t'es brûlé, t'es à bout, là, puis ton enfant, il t'agresse, là, ben, il le ressent que t'es à bout, puis il va te mettre encore plus à bout, tu sais, c'est comme un peu, tu sais, il y a comme, je trouve tellement qu'il y a cette corrélation-là de, tu sais, si t'es pas présent, ils vont le sentir. La même chose avec ton équipe, tu sais. Oui. Ben, parce qu'à la fin de la journée, c'est tous des êtres humains, hein? Exact. Fait que, tu sais, dans la gestion des émotions, c'est intéressant parce que présentement, j'ai plus de dossiers en gestion des émotions que j'en ai eu par le passé. OK. Est-ce qu'il y a un lien à faire avec la sortie de la pandémie? J'en ai aucune idée. C'est peut-être anecdotique, mais j'ai plusieurs dossiers de gens qui, comme leaders, parfois perdent un peu le contrôle de leurs émotions et donc peuvent être très colériques. Oui. Puis, parfois, la gestion des émotions, ça prend une intervention thérapeutique là, qui n'a rien à voir avec ce qu'un coach peut faire. Mais j'ai travaillé, entre autres, avec une personne qui avait de grandes responsabilités de gestion de projets, des projets de centaines de millions de dollars d'envergure. Puis on a travaillé sur la gestion des émotions. Puis c'est encore la même chose, c'est de dire, pour être capable de gérer son impulsivité, c'est une question, d'une part, d'être capable, premièrement, d'observer, d'être assez dans l'instant présent pour dire, là, je détecte qu'une émotion monte. Oui. Puis que, et l'émotion vient avec une intuition, une pensée, là, qui est, je suis pas content, je chante des accords avec la personne. Puis ce qui fait que quelqu'un va devenir colérique, se laisser emporter, c'est que il s'en rend même pas compte que l'émotion est là, puis ça éclate. Fait qu'il n'est pas capable de le contrôler parce qu'il s'en rend compte trop tard. Fait que c'est de développer cette capacité d'attention aux signes physiques. Ah, là, je ressens la boule. OK, là, ça veut dire que l'émotion, elle s'en vient. Et la beauté, c'est que si on est capable de s'observer objectivement, de ressentir qu'il y a quelque chose qui se passe, on a aussi un pouvoir de veto. Il y a un espace où on peut s'arrêter puis décider de pas aller de l'avant avec l'impulsion. Un autre exemple,
tu vas au restaurant, tu regardes sur le menu, tu es tenté par la poutine, puis c'est une émotion, c'est une intuition, c'est une pensée intuitive. Tu as le goût de la poutine, mais tu es capable de prendre un petit pas de recul, de dire non, mais c'est vrai, je vais manger santé, je vais choisir la salade. Fait qu'on est quand même capable, puis on peut se pratiquer pour intervenir. Donc, observer, appliquer le pouvoir de veto. Fait que c'est ça aussi dans la gestion des émotions. C'est, OK, je sens l'émotion s'en venir, je l'observe, mais je m'arrête une fraction de seconde. Puis tu peux être en train de parler, puis tu te rends compte, je ne vais pas exploser. Oui. Parce que je sais qu'il va y avoir des gros impacts si je le fais. Et ce que je propose à ce moment-là, c'est de se poser en rafale 3 questions très rapides. Et cette personne-là que j'avais coachée m'avait dit, ça a réglé 90 % de mes problèmes juste à me poser les 3 questions. Il faut juste s'en rappeler, mais c'est facile. La première question, c'est, est-ce que ce qui arrive mérite une réaction? Puis cette personne-là me disait, juste la première question, j'arrêtais là. Non, je ne suis pas obligée de gagner tous les batailles. Ça ne mérite pas nécessairement une réaction. La personne devant moi, ça me déplaît ce qu'elle dit, mais je ne retourne pas à la maison après avec, là. Tu sais, c'est une relation professionnelle, là. Fait que, première question, donc je sens l'émotion, je prends un pas de recul. OK, est-ce que ça mérite une réaction? Si ça mérite une réaction, est-ce à moi de réagir? Puis si c'est à moi de réagir, est-ce que je dois le faire maintenant? Donc, est-ce que ça a du mérite? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est maintenant? Fait que, et tout ça, ça se développe. On est capable de se dire, OK, j'observe, je me pose les 3 questions. Et là, de façon rationnelle, même si j'ai une intuition, une pensée intuitive qui m'inciterait à m'emporter, j'applique mon pouvoir de veto, ma partie plus rationnelle, qui dit, OK, j'évalue ça. Non, ça ne mérite pas une réaction. Oui, ça mérite une réaction, mais je vais réagir plus tard. Je ne le ferai pas devant tout le monde. Je vais attendre de parler à la personne one-on-one, mais je vais attendre peut-être aussi d'être calmée, tu sais, avant de parler. Fait que ça, c'est un super cadeau à faire à soi et à l'équipe. Et ce client-là me disait aussi que, évidemment, cette gestion des émotions-là était aussi un enjeu dans sa vie familiale. Et ça l'aidait beaucoup. Puis même, sa femme était rendue complice de ces 3 questions. Puis il garochait des fois. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est normal aussi. On est tous humains. On vit tous des stress. Surtout quand on parle des entrepreneurs qui, des fois, vont prendre des risques, vont investir, vont gérer une pandémie. Et là, ils gèrent une pandémie. Moi, je trouve qu'ils ont pris tous les risques, les entrepreneurs. Roue ferme. Les marges ont baissé. Puis là, les employés sont rois. Puis là, il faut satisfaire tous les employés. Il y a toute cette espèce de frustration-là, mais en même temps, malgré tout ça, il faut rester un leader inspirant, bienveillant, puis ramener nos troupes puis leur donner du sens. Puis leur donner du sens passe par être un leader qui va être juste dans ses propos et être juste. Aujourd'hui, ça passe plus. Quelqu'un qui pète les plombs, ça passe plus. Tu sais, ça marche plus. On peut plus faire ça. Tu sais, c'est comme on n'est plus là. Oui, non, tout à fait. Et il faut le voir, tu sais, oui, on peut décider qu'on veut être un bon être humain, fait que c'est aussi vertueux, puis on dort peut-être mieux la nuit si on fait attention à ces choses-là. Mais même si on voulait le prendre juste au niveau de l'efficacité organisationnelle, bien, c'est bien plus facile de retenir les gens, c'est bien plus facile de les motiver, c'est bien plus facile d'aller chercher le meilleur d'eux-mêmes. Si on est dans un mode où ils se sentent stimulés, appréciés, reconnus. Et sécures et en confiance. Oui. Exact. Ouais. Puis tout ça vient avec une terminologie qu'on a parlé ensemble, qui est vraiment la pleine conscience. Oui. Puis j'aimerais ça qu'on l'aborde, Ginette, parce que souvent, pas plus tard qu'il y a 2 jours, je donnais une conférence, puis là, je disais, bien, tu sais, si vous êtes un leader de haute performance, vous devez faire attention à votre corps, votre âme et votre esprit. Puis là, je disais l'esprit, par exemple, la méditation. Puis là, les gens, tu sais, c'est comme si ça avait de l'air, où c'est qu'elle m'amène avec ces histoires, puis ça fait comme peur. Oui. Mais pour être ce leader-là inspirant et qu'on doit être à l'écoute, il faut être présent. Et c'est là que le terme « pleine conscience » arrive et prend tout son sens. Mais j'aimerais ça que tu nous l'amènes dans des mots pour des leaders, tu sais, pas du côté ésotérique. Là. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, il y a une façon très pragmatique de regarder ça. Puis, je pense que le mot « pleine conscience », en tout cas pour moi, une connotation moins le fun que « mindfulness ». Tu sais, en anglais, « mindfulness », ça veut dire d'être tout là, d'être mindful, d'être
prudent quelque part. Fait que je préfère le terme mindfulness. Mais ceci étant dit, j'avais un professeur en neurosciences qui disait, on est dans une époque où on parle beaucoup d'exercice physique pour la santé physique et on oublie toutefois que l'organe le plus important de notre corps, c'est notre cerveau. Oui, on pourrait dire l'organe, c'est le plus important, c'est le cœur. Mais pour avoir eu un père qui a eu l'Alzheimer, je vous dirais que pour moi, l'organe le plus important, c'est le cerveau. Et or, on n'apprend pas jeune à entraîner notre cerveau. Oui, on s'éduque, mais on ne l'entraîne pas. Or, bon, on pourrait faire le lien avec l'image d'un muscle qu'on peut entraîner. Ce n'est pas un muscle, le cerveau, mais on peut l'entraîner. Et les façons les plus recherchées présentement, les plus étudiées pour entraîner le cerveau, ce sont les pratiques de pleine conscience. Puis pour démystifier ce que ça veut dire, dans la recherche de la pleine conscience, c'est d'une part d'apprendre à focaliser notre attention, parce que le cerveau a une capacité d'attention limitée. On est soumis à 11 millions d'informations par minute. Notre cerveau est capable d'en digérer 40. Wow! Fait que c'est lesquelles 40? Tu sais, c'est comme si on est dans une pièce, mais on a juste une flashlight pour regarder un petit bout de toute la pièce dans laquelle on est. Fait que c'est nous qui décidons où est-ce qu'on focalise notre attention. Mais qu'on peut ne pas la focaliser sur la bonne chose. Fait que d'être maître de notre attention, d'être capable de la focaliser sur ce qui est ici, maintenant, important, c'est tout un atout. Fait que la pratique de la pleine conscience, c'est vraiment développer notre capacité d'attention puis de la maîtriser. C'est développer la capacité d'observer, mais objectivement. Et donc, par conséquent, être capable d'agir de façon, je dirais, plus réfléchie, plus rationnelle, plus fondée, groundée. Et ces pratiques-là, c'est simplement d'avoir un objet qui nous permet sur lequel, tu sais, si on prend la méditation, qui est la pratique par excellence pour pratiquer la pleine conscience, qu'est-ce que c'est? Je prends un objet, ça peut être ma respiration, ça peut être la musique que j'écoute, ça peut être une flamme que je regarde et je fais l'exercice d'être attentif à cet objet-là. La respiration, c'est facile, elle est toujours avec nous, en principe. Fait que on l'a toujours comme objet. Fait que je peux me concentrer sur ma respiration. Et oui, évidemment, à un moment donné, mes pensées vont m'amener ailleurs. Mais dès que je m'en rends compte, je ramène mon attention à ma respiration. L'exercice de passer de « Ah, je me rends compte que je pense à quelque chose » à « Je reviens à l'attention », c'est ça la pleine conscience. C'est d'être capable de revenir consciemment à ce que j'ai décidé, ce sur quoi j'ai décidé de porter mon attention. Fait que plus on se pratique à faire ça, meilleur on est. Plus on peut rester attentif longtemps, plus on peut focaliser sur ce qu'on décide de focaliser. Et donc, si je suis dans une conversation avec quelqu'un, je peux décider, je vais être pleinement attentif à ce que la personne me dit avec ses mots, avec son corps. Je vais l'écouter pleinement, je vais être pleinement dans le moment présent. Écouter non pas pour répondre, mais pour être là et comprendre. Oui, parce que ce qui est la plus grande distraction, c'est nos pensées puis c'est le stress. Oui, bien sûr, la technologie, oui, un bruit dans notre environnement, mais ce qui nous dévie de notre objet d'attention, ce sont nos pensées puis c'est le stress. Fait que si on est en train de penser à notre prochaine réponse, on n'est pas en train d'écouter l'autre vraiment, puis on peut manquer des informations, parce qu'encore là, l'attention, elle est très petite. Donc, la pleine conscience, c'est juste ça, c'est de pratiquer notre capacité d'attention dans le moment présent, de façon objective. Maintenant, oui, ça peut être en méditant, mais ça peut être plein d'autres façons. Une façon que j'invite souvent les gens à faire, c'est pendant des meetings. Fait que pendant un meeting, choisissez des meetings où vous n'êtes pas stressé, il n'y a pas d'enjeu, peut-être vous n'avez même pas à intervenir. Vous pouvez vous dire pendant le meeting, bien, je vais observer comment moi je me sens dans cet environnement-là. Puis je vais observer mes collègues aussi. Puis qu'est-ce qu'ils retirent de ça? Puis si à un moment donné, mes pensées s'en vont ailleurs, non, je reviens à ce que je suis en train de ressentir. Ma pensée s'en va ailleurs, ah non, je m'observe ou j'observe les autres. Et vous pouvez faire ça à tous les jours, à toutes les occasions. Ça peut être, je suis avec un ami, c'est facile, on jase.
je ramène mon attention à mon ami. Puis je ramène encore mon attention à mon ami. Fait qu'on pratique notre capacité d'attention. Puis quand on est bon là-dedans, on essaie dans un moment où on a besoin d'intervenir, où c'est un peu plus stressant. Puis quand je suis rendu bon là-dedans, à un moment donné, je vais être capable de le faire même quand les enjeux sont très importants. Ou même, par exemple, je peux donner une conférence à 1000 personnes. Puis même si je suis en train de parler, fait que rationnellement, toute mon attention est là, mais il reste une petite attention résiduelle pour regarder ce qui se passe dans l'audience. Est-ce que les gens s'ennuient? Puis je devrais me mettre à chanter et à danser pour les réveiller. Oui. Fait que c'est des outils aussi, c'est aussi simple que ça. C'est pas... Tu fais-tu une connexion avec l'intuition? Si tu es plus présent, tu es plus... Oui, parce que l'intuition, le langage de l'intuition, c'est une émotion. OK. Donc, le fait d'avoir le cerveau par analogie fait une association entre ce qui se passe en ce moment puis des modèles du monde que je peux avoir ou une expérience passée, c'est un oomph, c'est une intuition, c'est une émotion. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on dit l'être humain est d'abord un être émotif, doté de raison, et non pas un être rationnel, doté d'émotions. Parce que même nos ancêtres, avant d'avoir la parole, ils n'avaient que l'intuition pour se guider dans la vie. Et oui, la capacité d'attention nous permet de dire, OK, j'ai une émotion, ça suscite une pensée. Mais l'intuition, elle n'a pas toujours raison. Parce que le modèle du monde sur lequel je me base peut ne pas être pertinent par rapport au présent. Ou c'est une mauvaise information que j'ai, un mauvais modèle du monde que j'ai, ça peut être un préjugé. Ça peut être une expérience traumatisante que j'ai vécue, mais dans le fond, ça n'explique pas que j'ai peur toujours des chiens, même si j'ai eu un accident avec un chien dans le passé. Ça ne veut pas dire que tous les chiens sont méchants. Donc, notre intuition peut nous induire en erreur, mais aussi notre pensée rationnelle. Oui. Elle aussi peut se tromper. Et la beauté avec l'intuition, c'est que ça nous amène... Tu n'as pas besoin de t'en souvenir consciemment pour que ton cerveau utilise l'information. Fait que tu as accès à un vaste contenant, si on veut, de plein d'informations que tu as accumulées au fil du temps. Fait que l'intuition peut puiser là-dedans. Et c'est ce qui fait que quelqu'un de senior est capable de prendre une décision comme ça parce qu'il a vécu tellement de scénarios différents dans sa carrière qu'il sait maintenant comment réagir de façon intuitive. Et d'ailleurs, on appelle ça l'intuition experte. Elle a toutes les chances d'avoir raison, mais elle peut aussi se tromper. Oui. Et c'est ce qui fait, tu sais, les entrepreneurs qui disent « moi, je suis très intuitif » puis sont fiers, c'est super. Mais es-tu prête à te remettre en question parce que ça se peut que ton intuition, elle a été bonne jusqu'à maintenant, mais peut-être qu'elle ne sert pas pour le présent puis pour l'avenir. Fait que es-tu prête à prendre un petit pas de recul puis dire « OK, là, j'ai une préférence naturelle à aller à gauche, mais what if j'irais à droite? J'allais à droite, pardon. » Se donner le ben en fait, ce que tu es en train de nous expliquer, c'est pour prendre une bonne décision, ça nous prend un mélange d'intuition puis de rationnel. Oui, absolument. Puis, et d'ailleurs, quand on y pense, quand on prend une décision importante, généralement, on fait les deux. Oui. La majorité des gens vont d'abord avoir intuition de la bonne réponse, la bonne décision, puis là, ils vont rationnellement essayer de justifier leur décision. Puis il y a d'autres personnes qui vont y penser d'abord rationnellement, puis après ça, aller voir intuitivement s'ils sont à l'aise. Moi, je suis comme le deuxième modèle, qui est moins fréquent. Fait que, par exemple, quand j'ai fait des changements de carrière, c'était des changements très importants. Oui, évidemment, le déclencheur, c'est une émotion. C'est comme, je ne suis pas satisfaite de ce que je fais. Mais j'ai vraiment analysé rationnellement qu'est-ce qui était le plus intéressant, qu'est-ce qui était le plus prometteur. Mais c'est clair qu'il y a un moment où je me suis déposée en moi pour me dire, OK, je me sens comment avec ça? Oui. Puis j'allais puiser dans mes émotions, donc dans mes intuitions. Fait qu'on est capable de naviguer. Tu sais, l'exemple au restaurant, on est capable de naviguer entre les deux. Mais est-ce qu'on sait toujours le faire? Oui. Puis ça, bien, ça prend de la présence à soi. Donc, encore là, la pleine conscience peut nous aider. Est-ce que je suis capable de m'observer et me dire, OK, j'ai un biais là en ce moment. Là, j'ai une tendance naturelle à toujours aller vers la gauche, mais peut-être cette fois-ci, je devrais aller vers la droite. Fait que quand on parle de pensée stratégique, il y a 5 leviers à la pensée stratégique, mais un en particulier, c'est de dire, est-ce que je suis prête à me remettre en question? Est-ce que c'est un biais ou c'est fondé sur le rationnel, ce que je suis en train de penser? Oui.
Fait que c'est un super exercice. Je trouve que c'est tellement. Puis ça nous amène. Puis tu sais, dans le fond, les choses que tu nous amènes, Ginette, aujourd'hui, c'est des sujets on n'a jamais été jusqu'à ce niveau-là en profondeur dans la compréhension du leader. Puis il y a toujours comme des mots à la mode, là, des buzzwords là, qui arrivent là, dans tu sais, là, dans le monde des affaires. Puis là, on va dire leader bienveillant, leader, servant leader, intelligence collective. Oui, mais concrètement, ça veut dire quoi? Là? Oui. Tu sais, c'est une prise de conscience de soi. Oui. Puis de ne pas attendre de vivre des événements malheureux. Tu sais, des fois, il y a des gens qui vont se rendre jusqu'à un divorce, X, Y, Z, ou tu sais, des relations ou des employés qui vont quitter, des bons employés. Alors que tu aurais dû peut-être juste prendre 5 minutes de plus pour être présent dans ton meeting, d'écouter, d'être là, puis finalement, ta personne, puis donner la tape dans le dos parce que tu étais déjà pressé pour ton prochain meeting, se donner le temps. Je pense que tu nous as tous donné les outils aujourd'hui pour que les leaders qui veulent grandir puissent se poser les bonnes questions. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais voulu adresser ou un message de la fin que tu voudrais adresser à nos auditeurs qui sommarise peut-être un petit peu tout ça, tout ce partage-là d'expérience et de connaissances? Bien, je pense que c'est ce que j'aurais envie de dire, c'est on a l'opportunité d'explorer puis d'être curieux. Tu sais, j'espère pouvoir partager cette passion avec les gens, donner envie d'être curieux sur la façon qu'on a de réfléchir et comment, comme leader, on peut s'améliorer dans notre capacité de réflexion. On a un grand rôle à jouer aussi à développer les capacités de réflexion. Puis je parlais dernièrement dans un atelier de développement des talents. Jamais j'ai vu comme étant un des talents à développer celui de développer la capacité de réfléchir des gens, des employés, puis je trouve personnellement que c'est le plus important. Surtout dans un monde où tout va vite et que tout le monde est exténué. Absolument. On peut-tu prendre le temps d'aider les gens à mieux réfléchir? On prendrait des meilleures décisions, puis à la fin de la journée, on serait sûrement plus heureux. C'est d'avoir cette curiosité-là, de pousser comment me développer rationnellement, mais aussi intuitivement. Je pense que, en tout cas, c'est ma passion, fait que j'ai envie de la partager. Bien là, je vais te dire, bien honnêtement, tu m'as fait pas mal réfléchir. Ah, super! Fait que mission accomplie pour moi. Merci infiniment de cette générosité-là, de partager toute ton expertise. J'adore parler avec toi. Tu amènes tous ces beaux concepts-là et je suis certaine que ça va influencer plusieurs personnes. Et sachez que dans les liens de l'épisode, on va mettre plein d'informations sur ton livre, hein? La pleine influence. On va mettre le lien sur ta formation aussi en leadership. Donc, tu as fait une belle formation en ligne comme ça. Donc, il y a plein de références pour nos auditeurs qui souhaiteraient aller de l'avant et qui sait peut-être t'avoir également comme coach parce que tu vas les faire réfléchir et tu vas les amener en pleine conscience. C'est super gentil. Merci infiniment. Merci. Merci. À noter que tous les épisodes sont disponibles en format audio sur les principales plateformes de podcast et aussi disponibles en format vidéo sur YouTube. Si ce podcast vous a inspiré, sachez que vous pouvez retrouver tous les outils utilisés par ces entrepreneurs à travers une boîte à outils que j'ai cumulée au fil des années. Tout simplement vous rendre sur hypercroissance.com/outils. Pour en savoir plus sur Hypercroissance, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On partage une panoplie d'informations, d'articles, d'outils pour vous aider dans votre croissance sur les réseaux sociaux. Et si ce podcast vous a plu, je vous invite à le partager avec quelqu'un à qui ça pourrait être utile. Merci et à bientôt.